Bienvenue dans l'épisode 7 de notre exploration des événements bibliques à la lumière de l'archéologie et de la dendrochronologie. Aujourd'hui, une question fascinante. Sous quel pharaon les patriarches Jacob et Moïse ont-ils vécu? Peut-on retrouver des traces concrètes, archéologiques de la présence des Hébreux en Égypte? Dans un premier temps, je vais vous parler de l'Égypte antique. Puis, nous allons revoir les éléments clés du récit biblique et analyser les dernières découvertes archéologiques. Mon objectif est que vous ayez un maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Il vous suffit d'ouvrir n'importe quel livre sur l'Égypte antique pour vous rendre compte qu'il existe trois grandes périodes. L'Ancien Empire de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ, de la 3e à la 6e dynastie. Le Moyen Empire allant de 2040 à 1780 avant Jésus-Christ avec la 11e, 12e et 13e dynastie. Et le Nouvel Empire allant d'environ 1580 à 1000 avant Jésus-Christ avec la 18e, 19e et 20e dynastie. Entre ces trois grandes périodes, il existe deux périodes intermédiaires un peu plus floues où le pouvoir est moins centralisé. Par exemple, dans la deuxième période intermédiaire, deux royaumes se sont concurrencés. La 17e dynastie, Thébène, qui règne dans le sud du pays, et la 15e dynastie, Hyksos, qui règne sur le nord du pays. Durant les périodes du Moyen et du Nouvel Empire, la capitale de l'Égypte se trouve la plupart du temps située dans le sud du pays, notamment à Thébès. Le début du Nouvel Empire a vu le pharaon Ahmosé Ier du royaume du Sud, descendant de la 17e dynastie, reconquérir le royaume du Nord et fonder la 18e dynastie. L'historien Manéthon a compilé l'histoire de l'Égypte depuis les temps mythiques jusqu'à sa propre époque au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien que le texte original soit perdu, son œuvre survit sous forme de fragments et de références par des historiens ultérieurs comme Flavius Josèphe, Eusèbe et Africanus. Les archéologues découvrent fréquemment des inscriptions dans des complexes funéraires ou sur des stèles. Ces grandes pierres gravées relatent des événements marquants. Depuis plus de 2 siècles, les égyptologues s'efforcent de retracer la chronologie de l'Égypte en croisant les écrits des historiens, les découvertes archéologiques et les phénomènes célestes. Certains logiciels permettent de connaître la position précise des étoiles sur des milliers d'années. Ainsi, les chercheurs peuvent retrouver des dates précises. Si vous allez sur la page Wikipédia d'un pharaon, vous remarquerez qu'en fonction des égyptologues, il est daté à différentes périodes. Vous avez ce qu'on appelle la chronologie haute, la chronologie moyenne et la chronologie basse. Il y a des écarts pouvant aller jusqu'à 40 ans entre la chronologie haute et la chronologie basse. À présent, j'aimerais revoir avec vous l'histoire de Joseph et de Moïse telle qu'elle est racontée dans la Bible. Joseph fut ministre de l'Égypte à l'âge de 30 ans. Son père, ses frères et leur famille sont arrivés lorsqu'il avait 39 ans pendant la deuxième année de famine. Et ils s'installèrent à Goshen, à l'est du delta du Nil. Une distance d'environ 800 km sépare Thébès de Goshen. Joseph vécut 110 ans et tout au long de sa vie, les Israélites vécurent en paix. En Exode, on peut lire qu'un nouveau roi prit le pouvoir qui n'avait point connu Joseph. Il eut peur des enfants d'Israël et pour les empêcher de grandir en nombre, il les opprima. Il se servit d'eux pour bâtir les villes de Python et de Ramsès. Malgré cela, les Hébreux continuèrent à se multiplier. Lorsque Moïse est né, les soldats égyptiens devaient tuer tous les bébés garçons. Ses parents, craignant pour sa vie, le cachent pendant 3 mois. Ne pouvant plus le dissimuler, sa mère le place dans une caisse en jonc enduite de bitume et le dépose parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La fille de Pharaon le trouve et finit par l'adopter.
Moïse fut élevé comme un Égyptien, mais à l'âge de 40 ans, il dut fuir l'Égypte après avoir tué un Égyptien en essayant de défendre un de ses frères hébreux. Bien plus tard, à l'âge de 80 ans et après la mort de ceux qui cherchaient à le tuer, Dieu l'appela à retourner en Égypte pour y sortir son peuple. Autre détail important, le fils premier-né de Pharaon meurt pendant l'Exode lors de la 10e plaie. Trouve-t-on des traces archéologiques de la présence des Israélites en Égypte? Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur la durée du séjour des Israélites en Égypte. Tonton Bébert a commenté ainsi: « Il n'y a jamais eu d'Israélites en Égypte. Aucune trace archéologique, c'est juste une légende. » Comme promis, je vais lui répondre en parlant du site archéologique d'Avaris qui a été étudié pendant les décennies par Manfred Bittak de l'Université de Vienne en Autriche. Avaris est connu pour être l'ancienne capitale des Hyksos qui régnèrent sur l'Égypte à la fin de la deuxième période intermédiaire. Mais cette ville s'est d'abord développée à la fin de la 12e dynastie du Moyen Empire. L'architecture, la poterie et les positions funéraires indiquent qu'elle fut construite par des Sémites de la région de Syrie ou de Canaan. Les Sémites sont les descendants de Sem, fils de Noé. Ils parlent des langues sémitiques. Les Israélites sont des Sémites, mais tous les Sémites ne sont pas des Israélites. L'absence de fortification révèle que cette cité était autorisée par les Égyptiens. Dans les années 80, l'égyptologue David Rohl fut le premier à faire le lien entre ce site archéologique et la présence des Hébreux en Égypte. Le site d'Avaris est très proche de la ville Ramsès, qui fut construite au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. David Rohl pense que les scribes qui ont recopié l'Exode des années plus tard, notamment Exode 12, verset 37, où il est dit que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, ont changé le nom Avaris par Ramsès dans le but de permettre au lecteur de localiser le lieu de départ de l'Exode. Sur le site d'Avaris, les archéologues ont découvert un palais érigé dans un style égyptien. La construction du palais a été datée soit très tard dans la 12e dynastie, soit au début de la 13e dynastie. Il contient initialement 12 piliers à son entrée et a 12 tombes dans le jardin. La tombe principale est en forme de pyramide. Elle aurait appartenu à un haut fonctionnaire sémite, ce qui est anormal, car cela est réservé aux élites égyptiennes. En général, lorsque des pilleurs dérobent une tombe, ils ne s'intéressent pas aux os, qui n'ont aucune valeur marchande. Dans le cas de cette sépulture, les archéologues n'ont pas retrouvé de corps. Le buste d'une statue colossale représentant un homme sémitique vêtu d'un manteau multicolore a été retrouvé. Tandis que Manfred Bittak et son équipe n'établissent aucun lien particulier, David Rohl, lui, avance l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une représentation de Joseph. Le fait qu'il n'a pas été retrouvé d'ossements pourrait correspondre à la promesse faite par la famille de Joseph d'emporter ses os avec eux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour retourner en terre promise. Ce palais pourrait être une récompense offerte à Joseph de la part de Pharaon pour ses bons et loyaux services. Vous pouvez retrouver tous ces détails dans le documentaire Patterns of Evidence, The Exodus, et sur leur chaîne YouTube. J'imagine que c'est la première fois que vous entendez parler de ces fouilles archéologiques, alors que cela fait des dizaines d'années que ces recherches ont été faites et publiées. Les égyptologues ont du mal à reconnaître que ces lieux ont été habités par des Hébreux. Le scepticisme est la règle. Il leur faudrait une inscription du style « Ici a vécu le vizir Jacob et toute sa famille ». Le problème, dans le cas des Israélites, est que c'est un peuple qui est devenu esclave. Par conséquent, les Égyptiens de l'époque ont tout fait pour détruire les traces de Joseph. Par exemple, la statue de cet homme représenté dans cette sépulture, en forme de pyramide, a été volontairement détruite. Aucun trait du visage n'a été préservé. Quelques indices ont tout de même perduré. Lors des fouilles de ce palais,
une empreinte laissée par un seau cylindrique a été retrouvée. Aujourd'hui, dans nos maisons, on met quelquefois des frises murales en tapisserie où les caractères se répètent. À l'époque, ils utilisaient des seaux cylindriques qu'ils imprimaient sur de l'argile molle pour faire des plinthes à la base des murs. L'ensemble de l'empreinte n'a pas été retrouvé, mais nous pouvons distinguer les grosses lignes. Lors de sa découverte, dans les années 80, Manfred Pitak et Edith Porada ont interprété ce sceau comme représentant le dieu météorologique du nord de la Syrie. Mais en 2017, Michael Bar-Ron, érudit de la Torah, propose une interprétation alternative du sceau. Sa conclusion est que ces symboles correspondent aux représentations des 12 tribus trouvées dans la Bible lorsque Jacob bénit ses enfants en Genèse 49 et lorsque Moïse bénit les Israélites en Deutéronome 33. On retrouve par exemple le lion de Juda, le serpent de Dan et le taureau de Joseph. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire sa thèse à partir de la page 138, en lien dans la description de cette vidéo. Étonnamment, ce sujet reste très peu abordé, encore moins en français, alors qu'il mériterait une plus large attention. Dans tous les cas, cela renforce considérablement la thèse de David Rohl sur la présence des Hébreux à Avaris. J'aime beaucoup le travail de Tim Mahoney, le réalisateur de Patterns of Evidence, et toute son équipe. Pour autant, je ne suis pas toujours en accord avec eux, surtout sur la chronologie biblique. Laissez-moi vous expliquer. Dans les années 90, sous l'impulsion de David Rohl, une équipe d'égyptologues a élaboré ce qu'ils ont appelé la nouvelle chronologie. Leur but étant de concilier la chronologie biblique avec la chronologie égyptienne. C'est un peu compliqué de résumer en 2 mots, mais globalement, ils ont assez de preuves archéologiques pour penser que l'époque de Joseph se situe au milieu et à la fin de la 12e dynastie du Moyen Empire, sous le règne de pharaon Sésostris III. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils souhaitent placer ce pharaon au XVIIe siècle avant Jésus-Christ afin d'harmoniser les chronologies bibliques et égyptiennes. Et ainsi décaler de plus de 200 ans la chronologie égyptienne du Moyen Empire. D'après eux, au lieu d'avoir vécu au XIXe siècle avant Jésus-Christ, Sésostris III aurait vécu au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Cela paraît beau sur le papier, mais cette hypothèse a plusieurs lacunes et n'est pas acceptée par la majorité des chercheurs. En 2010, une équipe a rendu publiques les conclusions de leurs travaux dans lesquels ils ont daté, à l'aide du carbone 14, tous les pharaons des grandes dynasties. Leur conclusion est sans équivoque. Ils confirment les chronologies égyptiennes classiques. Entre-temps, des centaines de chercheurs continuent à discuter des détails de celles-ci avec de nouveaux éléments. Ces discussions permettent d'affiner la chronologie égyptienne classique, mais restent éloignées de la thèse de la nouvelle chronologie. En ce qui me concerne, comme je pense avoir pu dater par dendrochronologie l'arrivée des peuples indo-européens sur les rives des lacs suisses, en particulier la culture de la céramique cordée, j'ai pu par la même occasion dater l'événement de la tour de Babel en 2760 avant Jésus-Christ. Je sais, cela peut surprendre, mais si vous voulez en savoir plus sur la dendrochronologie et la date de la tour de Babel, je vous invite à regarder les précédentes vidéos de cette série, notamment l'épisode 4. En ayant cela comme point de repère, j'ai utilisé la chronologie de Genèse 11 de la Septante pour redescendre le temps et avoir une estimation de la période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'âge exact d'Abraham au décès de son père Téra, qui a vécu jusqu'à 205 ans, reste incertain. On sait qu'il a quitté Charan suite au décès de son père à l'âge de 75 ans. Mais combien de temps après ? 6 mois, 5, 10, voire 30 ans ? Nul ne le sait. Le texte biblique n'est pas clair. Pour être large, je considère qu'il est parti au plus tôt en 2081 avant Jésus-Christ et au plus tard en 2051 avant Jésus-Christ. Si je continue à descendre la chronologie biblique, j'en déduis que Jacob est arrivé en Égypte au plus tôt en 1865 avant Jésus-Christ
et au plus tard en 1835 avant Jésus-Christ. Aux surprises, cela pourrait correspondre au règne de Sésostris III. Donc je n'ai pas besoin de décaler la chronologie égyptienne de 200 ans pour penser que Sésostris III est le pharaon de Joseph. J'en déduis que le problème est peut-être dans l'image que nous avons de la chronologie biblique. À présent, je vous propose de nous intéresser à la période de Moïse et de l'Exode. Jusqu'ici, les spécialistes déterminent la date de l'Exode à partir de la construction du temple de Salomon, qui est considéré par un bon nombre de chercheurs avoir été construit en 967-66 avant Jésus-Christ. Mais à présent, nous pouvons essayer de trouver la période de Moïse par les deux côtés. C'est-à-dire à partir de la date de l'arrivée de Jacob en Égypte et la construction du temple. D'après mes calculs, il y aurait entre 898 et 868 ans d'écart entre ces deux événements. La date de l'Exode est en sandwich entre la période égyptienne et la période entre l'Exode et la construction du temple. Plus la durée en Égypte est longue, moins la période entre l'Exode et la construction du temple est grande et inversement. Nous avons vu dans l'épisode 5 qu'en fonction des interprétations, la période en Égypte a duré soit 215 ans, 430 ans ou 300 ans. Dans l'épisode 6, nous avons également vu que la période entre l'Exode et la construction du temple est soit de 480 ans, 230 ans, environ 600 ans ou 440 ans. Nous pouvons remarquer qu'une période en Égypte de 215 ans implique que la période entre l'Exode et la construction du temple soit entre 683 ans et 653 ans. Difficile de l'imaginer. De la même manière, une période de 230 ans entre l'Exode et la construction du temple implique que les Israélites ont demeuré en Égypte entre 668 et 638 ans. Cela me semble improbable. On peut donc éliminer ces deux options. Par contre, nous pouvons trouver deux possibilités. Si les Israélites sont restés 430 ans en Égypte, cela veut dire que la période entre l'Exode et la construction du temple est entre 468 ans et 438 ans. Cela ne correspond pas aux 480 ans cités dans 1 Roi 6, mais cela pourrait correspondre à la période de 440 ans entre l'Exode et la construction du temple mentionnée par la Septante. Dans ce cas, Abraham aurait alors quitté Charan 28 ans après le décès de son père, Téra, et l'Exode se serait déroulé en 1407 avant Jésus-Christ. Par ailleurs, de nombreux spécialistes considèrent Amenhotep II, 7e roi de la 18e dynastie égyptienne, comme étant le pharaon de l'Exode pour deux raisons. Son père, Thoutmôsis III, est le seul pharaon du 15e siècle avant Jésus-Christ, ayant eu un très long règne entre 46 et 55 ans selon l'égyptologue. Il pourrait correspondre au pharaon qui connaissait Moïse avant son départ à l'âge de 40 ans. La deuxième raison est que le fils aîné Amenhotep II semble être mort prématurément. Pour ces raisons, les chercheurs voient en Amenhotep II un candidat sérieux pour être le pharaon de l'Exode. La deuxième possibilité est de penser que les Hébreux sont restés 300 ans en Égypte. Cela implique que la période entre l'Exode et la construction du temple est entre 598 ans et 568 ans, ce qui est proche de l'une des estimations de l'historien Flavius Joseph de 592 ans. Alors, il existe une théorie assez fascinante. En se basant sur les écrits de l'historien Manéthon, Joseph avance que les Hyksos, un peuple venu d'Asie et expulsé d'Égypte à partir de la ville d'Avaris par le pharaon Ahmosé Ier, sont les ancêtres des Israélites. Pendant cette même période, un événement naturel d'une ampleur incroyable a eu lieu, l'éruption cataclysmique du volcan Téra dans l'archipel de Santorin, en Grèce. Des pierres provenant de cette éruption ont même été retrouvées en Égypte, notamment à Avaris, à plus de 850 km. Selon les estimations des experts, la colonne éruptive aurait atteint une hauteur comprise entre 30 et 36 km dans la stratosphère. Oui, je sais, c'est en effet stratosphérique. Cette éruption a eu un impact incroyable sur le bassin méditerranéen et notamment désastreuse sur la civilisation minoenne en Crète.
Entre 1947 et 1951, une stèle a été retrouvée dans le temple de Karnak à Thébès, datée du règne d'Ahmosé Ier. La stèle de la tempête décrit la manifestation de la puissance du dieu. Obscurité, pluie, les temples ont été inondés, les maisons impactées. Les archéologues Nadine Moller et Robert Rittner affirment en 2014 qu'il est maintenant temps d'envisager la possibilité que la stèle de la tempête soit effectivement une preuve contemporaine de l'événement cataclysmique de Terra. D'autres comme Claude van der Sleyen, traducteur de la stèle, pensent que ce cataclysme est lié aux 10 plaies d'Égypte. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il est possible et même probable que l'éruption volcanique soit responsable de la 7e plaie décrite en Exode 9, verset 24. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Et de la 9e plaie décrite en Exode 10, verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ces phénomènes météorologiques peuvent être les conséquences d'une éruption volcanique. Face aux nombreuses similitudes entre l'Exode, la stèle de la tempête, l'éruption de Terra, le règne d'Ahmosé Ier et l'expulsion des Hyksos, certains chercheurs sceptiques avancent que le récit de l'Exode ne serait qu'un mythe, une réécriture tardive d'événements historiques bien antérieurs. Quelquefois, leur obstination à douter de tout me fait sourire. Mais est-ce que ces événements peuvent-ils être datés? Et surtout, peuvent-ils être concomitants? Étant donné qu'au XVIe siècle, avant Jésus-Christ, la courbe de calibration du carbone 14 est en plateau, il est très difficile d'utiliser cette technique pour dater précisément l'éruption de Terra, la chute des Hyksos et potentiellement l'Exode. Pour la datation de l'éruption de Terra, les spécialistes ont recours à d'autres techniques comme l'observation des calottes glaciaires au pôle Nord et au pôle Sud et l'observation d'anomalies chimiques dans les cernes des genévriers de Turquie. En 2022, Charlotte Pearson, dendrochronologue de l'Université de l'Arizona, a convaincu de nombreuses personnes que l'éruption de Terra s'est déroulée en 1561 avant Jésus-Christ. Dans son récent article de 2024, Stuart Manning, archéologue et dendrochronologue à l'Université Cornell et expert renommé sur le sujet, pense que l'éruption de Terra a eu lieu en 1611 avant Jésus-Christ ou en 1561 avant Jésus-Christ, alors que pendant des années, il pensait que l'éruption de Terra s'était déroulée en 1628 avant Jésus-Christ. Dans le même temps, la date des pharaons est aussi étudiée par les égyptologues. La question est le règne d'Ahmosé Ier, fondateur de la 18e dynastie. En général, la chronologie haute et la chronologie basse datent les 25 années du règne d'Ahmosé Ier entre 1570 et 1500 avant Jésus-Christ. Un article scientifique écrit en 2014 d'un certain Jon Hanvli date, à l'aide des événements célestes et les dates radiocarbone, le début du règne d'Ahmosé Ier en 1578 avant Jésus-Christ. Ce qui impliquerait qu'en 1561 avant Jésus-Christ, Ahmosé Ier serait dans la 17e année de son règne, ce qui pourrait correspondre aux années où il a envahi le nord du pays et où il a expulsé les Hyksos. D'après la page Wikipédia d'Ahmosé Ier, Ahmosé Ankh est l'héritier présomptif, c'est-à-dire l'héritier présumé. Mais il précède son père dans la mort entre la 17e et la 22e année du règne de ce dernier. Au vu de toutes ces coïncidences, il est possible de penser que tous ces événements se sont déroulés lors de la 17e année du règne d'Ahmosé Ier en 1561 avant Jésus-Christ. Mais ce scénario pourrait-il être en cohérence avec le récit biblique? Je pense que oui. Je fais la distinction entre les pharaons de l'oppression et le pharaon de l'exode. Dans l'hypothèse d'un exode en 1561 avant Jésus-Christ, les pharaons de l'oppression pourraient être les pharaons de la 15e dynastie, précisément ceux qu'on appelle Hyksos. Ils ont régné sur le nord du pays, leur capitale était Avaris. Il est considéré aujourd'hui qu'ils n'étaient pas égyptiens d'origine, probablement d'origine sémitique.
Mais ils ont adopté de nombreux éléments de la culture égyptienne, y compris certains dieux. Mais on manque cruellement d'informations à leur égard. D'après les égyptologues, leur règne a duré entre 110 et 120 ans, ce qui est sensiblement supérieur à 80 ans. Moïse avait 80 ans lors de l'Exode, et comme nous l'avons vu plus tôt, il est né dans un contexte de forte oppression. La rencontre de Moïse bébé et de la fille de Pharaon nous révèle une certaine proximité géographique entre les Hébreux et la famille pharaonique. Le palais de la fille de Pharaon pouvait se trouver en aval des quartiers hébreux. Ce qui est facile à imaginer en considérant les pharaons Hyksos comme les oppresseurs, alors que cela est beaucoup moins évident en supposant un exode sous le règne d'Amenhotep II. L'histoire égyptienne ne fait pas mention d'une occupation d'avarice de la famille royale lors du XVe siècle avant Jésus-Christ. Pour rappel, à cette période, la cour royale avait plus de chances de se trouver à Thébès, qui se trouve à 800 km plus au sud. Le pharaon Kamoudi serait alors le dernier pharaon de la 15e dynastie, et ce serait à sa mort que Moïse aurait été appelé par Dieu pour libérer son peuple. Alors je sais, les critiques vont se focaliser sur ce point. Comment peut-on dire que sous le terme Hyksos, on désigne à la fois le peuple oppresseur et le peuple opprimé qui a fui l'oppression? Ma théorie est la suivante. Les Égyptiens du Sud, en tant que vainqueurs, ont d'abord conquis et détruit le royaume des Hyksos. Puis, dans un second temps, ils se sont attachés à gérer les revendications des esclaves. Par la suite, ils ont généralisé le terme Hyksos à l'ensemble de la population sans faire de distinction entre les élites et les couches dominées. Ma proposition pourrait résoudre une autre énigme archéologique. Je veux parler de la destruction des murs de Jéricho. Le texte biblique indique que cela s'est passé 40 ans après l'Exode, lors de la conquête de Canaan, soit dans notre hypothèse en 1521 avant Jésus-Christ. Cette cité ancienne a été déterrée dans les années 60. Kathleen Kenyon et son équipe ont constaté qu'elle a subi une destruction similaire à celle décrite dans les textes bibliques. Par contre, la communauté scientifique remarque une différence significative entre la date biblique supposée et les datations effectuées par radiocarbone. En effet, ces dernières placent la destruction de Jéricho au XVIe siècle avant Jésus-Christ, alors que les spécialistes biblistes plaçaient jusqu'ici la destruction de Jéricho au XVe siècle avant Jésus-Christ. Par conséquent, en datant la destruction de Jéricho en 1521 avant Jésus-Christ, les données archéologiques sont alignées avec les données bibliques. Je suis loin d'être le premier à parler de cette éventualité. Je peux lire sur la page Wikipédia de Jéricho. Suivant la thèse minoritaire de la datation dite haute qui situerait l'Exode à l'époque de l'éruption ménoenne, également appelée éruption de Terra ou éruption de Santorin, Bourine et Van der Plijch suggèrent en 1996 que les écarts en datation absolue au carbone 14 entre l'éruption et la destruction de Jéricho à la fin du bronze moyen pourraient supporter la période de 40 ans dans le désert telle que rapportée par le récit biblique. En datant l'Exode en 1561 avant Jésus-Christ, cela implique qu'il y aurait 594 ans entre l'Exode et la construction du temple. Certains me diront que cela ne correspond pas aux 480 ans mentionnés en 1 Roi 6. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 6, si l'on additionne toutes les périodes d'occupation des peuples étrangers pendant la période des juges, nous obtenons 112 ans. Sachant que lorsque l'on fait mention de 40 ans sous l'occupation des Philistins, c'est statistiquement parlant 40 ans et 6 mois. Donc il est envisageable, en ajoutant ces demi-années, que cela soit même 114 ans. Si j'additionne 480 et 114 ans, j'obtiens 594 ans. Pour résumer, selon l'hypothèse d'un exode en 1561 avant Jésus-Christ, 594 ans se seraient écoulés entre l'exode et la construction du temple. Les Hébreux seraient restés 300 ans en Égypte. Jacob serait arrivé en 1861 avant Jésus-Christ sous le règne de Sésostris III. Abraham aurait reçu la promesse à l'âge de 75 ans en 2077 avant Jésus-Christ. Étant donné que l'épisode de la Tour de Babel s'est passé vers 2760 avant Jésus-Christ,
Abraham aurait quitté Charan 4 années après la mort de son père. En conclusion, dans l'état actuel des connaissances, je pense qu'il y a 2 dates possibles de l'Exode, en 1407 avant Jésus-Christ et en 1561 avant Jésus-Christ. Je trouve qu'il y a de loin plus d'arguments archéologiques, historiques et même bibliques en faveur d'un exode en 1561 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Harmocé Ier. Est-ce que j'en suis sûr à 100%? Bien sûr que non. Je serais heureux de connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt!